Cette table ronde fait suite à l'intervention que j'ai faite tout à l'heure sur le cycle de vie des marques, donc qui était une intervention un peu théorique. Et donc là, on passe à la partie qui est pratique et sur chacune des marques, de voir quelle a été son histoire, son cycle de vie, ses difficultés, ses moments extraordinaires. Et puis on terminera par se poser la question dans 2 générations, dans 30 ans. Hein, on est 1920, quoi, hein, globalement. Donc 2020 et donc dans 2050, finalement, comment chacun présente un petit peu sa marque. Alors je présente les gens qui sont autour de la table. Donc en face de moi, j'ai Loïc L'Herbier, qui est quelqu'un que je lis depuis très longtemps et qui tient un blog. Ce blog, à chaque fois que je lis un de ses billets, je me dis, mais t'aurais dû l'écrire. Ah, c'est vrai. Et, et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains cet été et je me suis dit, ben, je vais l'appeler et lui dire tout le bien que je pense et de sa pensée. Et donc on s'est rencontrés, on a plutôt sympathisé et il a accepté d'être en quelque sorte, il se présentera le sponsor et mon accompagnateur dans cette table ronde. Donc Loïc donc interviendra quand il le veut. Hein, donc, ensuite, donc, je passerai la parole à Laurent Turpot, voilà, donc, qui est le DIRCOM France, Europe, Monde de Coca-Cola, et donc à qui je passerai la parole sur en effet l'histoire de Coca-Cola. Quel a été, ce qui est difficile pour une marque qui a 130 ans et 100 ans de présence en France, et je vous remercie de nous avoir prêté cette belle bouteille devant la salle. Et donc, quel a été le moment, au-delà de la création, il y a 130 ans, par le docteur Pemberton, quel a été le moment un peu fondateur de la marque? Qu'est-ce qui lui a donné toute sa puissance et toute sa force? Ensuite, mon ami Laurent Belbé, qui est le DIRCOM entreprise, B2B d'EDF, et qui nous lira sans doute quelques mots d'EDF et pas mal de mots sur quelque chose qui est assez intéressant, qui est en fait une marque à l'intérieur d'une marque. Puisqu'en fait, EDF Entreprise, c'est à la fois le nom d'EDF, c'est complètement une marque, et c'est une marque à l'intérieur d'une marque, puisque c'est un business à part, etc. Ensuite, Anne Griffon, que je remercie d'être là et de représenter la moitié de l'humanité. un peu plus de la moitié de l'humanité. Et donc Anne Griffon dirige, je ne sais pas, le marketing stratégique, disons, et la partie digitale de Châteauforme, qui est une marque qui a été créée maintenant il y a une petite 50aine d'années. 20 ans, et donc il nous en parlera. Après, donc, nous avons Laurent Vincenzi, qui est directeur artistique et à qui j'ai demandé de s'exprimer sur 2 marques, qui sont la marque Total et la marque BNP Paribas, sur laquelle il est intervenu, et sur le rôle du design graphique dans, en particulier, le cycle de vie des marques. Tous les combien il faut le refaire, combien de temps ça peut durer, etc. etc. Donc ce type de belles questions. Mon ami Jacques Royer, qui est lui chef d'entreprise, est l'homme qui a entre autres lancé Converse, et c'est au moment où on s'était rencontrés il y a maintenant quelques mois, à
peu près, quelques années. Et donc, Jacques nous dira quelques mots. Il est en train de relancer de la même façon Kickers. Et donc, c'est quelqu'un qui aime bien les marques qui ont une histoire, qui sont un peu tombées dans les oubliettes, mais et qu'après qu'il relance, et en tout cas avec succès pour certaines, et on espère grand succès pour les toutes nouvelles. Et donc à ma gauche, c'est David Abdou, et David Abdou est celui qui a pris un produit qui a plus de 150 ans, qui est l'Affalu pour les Normands, et donc il y a une brioche extraordinaire. Et il y a 3 ans, il a décidé de créer une entreprise pour relancer le produit originel. Donc c'est assez intéressant de voir, on part de marques qui ont comme Coca 150 ans, 130 ans globalement, à une marque qui a 3 ans et de voir un petit peu comment ça se joue là-dessus et avec à peu près tous les éléments intermédiaires. Donc voilà, est-ce que tu veux peut-être dire quelques mots comme tu sais très bien le faire dans ton blog? Par écrit peut-être, oui. À l'oral moins. Non, juste dire qu'effectivement, en tout cas merci pour ton introduction. Juste dire que Yuma est effectivement un cabinet de conseil en développement de marque. Donc on regroupe marketeurs, publicitaires, designers, historiens aussi. Et donc on travaille sur à la fois la stratégie de développement, le territoire identitaire, les récits et les plateformes de marque, bien évidemment. Finalement, ce qui nous guide, c'est quand même d'inscrire les marques dans le temps, d'où effectivement l'intérêt de cette table ronde, puisque ce qui fait qu'une marque existe aussi, enfin, ce qui la caractérise, c'est quand même cette inscription dans la durée, ce qui peut d'ailleurs aussi quelquefois, et ça sera peut-être évoqué aujourd'hui dans cette table ronde, expliquer ou être le nœud de la tension qu'il peut y avoir quelquefois entre le marketing et la marque, puisque le marketing est un peu quand même dans l'instantanéité de plus en plus, dans le temps présent, dans l'immédiateté, alors que la marque est censée effectivement avoir plus de vision et s'inscrire dans la durée. Donc je pense que cette réflexion-là sera intéressante dans cette table ronde. Voilà. Oui, parce qu'en fait, avant de passer la parole à Laurent Turpot, en fait, il y a un truc bizarre. La logique, ce que j'expliquais tout à l'heure, la logique du produit, c'est on crée un produit, on le lance, on le fait durer le plus longtemps possible. C'est une courbe de vie en dromadaire, en élément d'une bosse. On le fait durer le plus longtemps possible, il retombe, et on en lance un nouveau. Et donc, c'est la logique même du marketing, où globalement, on crée un produit, on le vend. Alors, très souvent, ça ne marche pas, mais de temps en temps, ça marche et on est très content. Et puis, on le fait durer. Après, c'est ce qu'on appelle des stratégies de vache à lait, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails marketing. Et après, finalement, on en lance un nouveau. Et avec la marque, on a un truc assez bizarre où, en effet, la plupart du temps, ça naît d'un produit, c'est-à-dire que ça n'est pas d'une idée de quelqu'un, sauf quelques marques très storytellées, comme, je dirais, des marques très récentes à la Michel et Augustin, qui sont parties du savoir-faire du storytelling pour créer quelque chose. Mais la plupart du temps, c'est un produit qui est lancé. Et comme ça marche très bien et comme il y a une vraie adhésion avec le public, d'un seul coup, on se dit il faudrait quand même le faire durer un peu plus longtemps que simplement 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et progressivement, on s'aperçoit qu'on est arrivé à la faire durer 50 ans, 100 ans, etc., avec des cycles de vie qui sont des cycles de vie de 50 ans quasiment, sur les marques classiques. Et sur les marques numériques, c'est à peu près la moitié du temps, c'est-à-dire c'est à peu près 25 ans que ça fonctionne. Mais c'est un truc anormal. La marque est un truc anormal. Parce qu'en fait, dans le domaine du marketing, on lance quelque chose, on le rénove et on fait quelque chose de nouveau. Si on voit les voitures, par exemple, c'est assez intéressant, si vous voulez, très, très souvent, c'est des logiques à la Peugeot
où tu as 106, 206, 306, 406, etc. Hein, et donc, chaque 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben, c'est un nouveau numéro qui arrive et qui renouvelle la chose. Donc, c'est un nouveau produit qui arrive. Et puis, de temps en temps, ben, vous avez, par exemple, des gens comme Volkswagen qui se sont aperçus que Golf, ben, c'était un peu autre chose qu'une marque et qu'il y avait quelque chose derrière. Donc ils se sont dit, eh ben non, finalement on va faire durer Golf. Hein, ce qui était la logique opposée de celle des voitures françaises. On faisait la Laguna, puis quand la Laguna était morte, eh ben on en lançait une autre, un autre produit, on cherchait un nouveau nom, etc. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est a priori à marketing, très illogique, et c'est là où ça s'inscrit, et c'est ce qui nous fait nous retrouver dans une logique de ce que j'appelle de storytelling, c'est-à-dire finalement une narration qui imprègne les consciences individuelles et les consciences collectives. Hein, et non seulement les clients, mais qui va au-delà des clients, parce qu'une marque qui ne reste que dans la conscience des clients, ben, elle s'apparente un peu à un produit, elle finit par disparaître. Alors, mon cher Laurent, Coca-Cola, 130 ans, 100 ans en France. D'abord, pourquoi ça a mis 30 ans pour arriver en France ? C'est même 133 ans. 133 Bonsoir ans. à toutes et à tous, et merci aussi pour cette invitation. Oui, c'est en 1886 que John Pemberton, donc, qui est un pharmacien, a créé cette boisson qui s'appelle aujourd'hui Coca-Cola et qui donc a fêté son 133e anniversaire cette année et surtout son 100e anniversaire en France, donc qui pour nous forcément était une année particulière. Une année particulière en France parce que nous fêtons ce 100e anniversaire et j'écoutais avec attention votre introduction. Vous disiez que la France, c'est un peu l'Europe. Et c'est vrai, puisqu'en fait, ce 100e anniversaire français correspond aussi au 100e anniversaire européen pour Coca-Cola. C'est-à-dire que le premier pays dans lequel la marque est arrivée, c'est la France. C'était dans le port de Bordeaux. Et c'est aussi donc cette année-là, en 1919, qu'a été délivré le premier permis d'exploitation, c'est-à-dire la licence pour produire localement du Coca-Cola, puisque dans la très grande majorité des pays où nous opérons, le Coca-Cola, comme toutes les autres marques que nous produisons, sont réalisées dans le pays où c'est commercialisé. Depuis, le succès a été énorme. Je ne vais pas pouvoir vous raconter toute l'histoire parce qu'il faudrait une bonne partie de cette soirée. Donc je vais essayer de me concentrer sur quelques éléments clés. Et le succès a été tel que nous sommes présents dans tous les pays du monde, sauf 2. Je vous propose d'y réfléchir et si on a le temps, à la fin de ce débat, peut-être que vous pourrez me dire, me proposer quels pays, selon vous, sont encore privés de Coca-Cola. J'ai entendu une proposition à ma gauche qui est plutôt bonne. Et donc, Coca-Cola fête ses 100 ans en France et en Europe. Pour nous, ça a été donc un moment extrêmement fort qui nous renvoie à votre question. Comment est-ce que Coca-Cola a fait pour défier le temps et durer 100 ans en Europe, mais à l'échelle internationale, 133 ans? Et ce qui nous a apparu très clairement, c'est que ça ne se fait pas beaucoup en regardant le passé, mais certainement en regardant l'avenir. Donc pour nous, fêter 100 ans, c'est plus regarder, sinon les 100 prochaines années, en tout cas les 30 prochaines années, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc c'est la capacité à toujours innover, et c'est ce qui fait que Coca-Cola est encore aussi présent auprès des consommateurs. Et puis à la toute origine, une marque n'est pas une marque, c'est un produit, c'est ce que vous disiez, et la clé principale du succès de Coca-Cola, c'est certainement cette recette exclusive et ce goût très spécifique qui fait que les consommateurs nous apprécient énormément. Alors ensuite, vous demandiez quel est l'élément fondateur, qu'est-ce qui a fait que Coca-Cola est devenu Coca-Cola ou cette marque iconique. Et je trouve que c'est très difficile de répondre à cette question puisque nous sommes une marque globale, c'est-à-dire une marque internationale, mais qui agit beaucoup localement. Coca-Cola en France a une identité qui n'est pas celle de Coca-Cola en Allemagne et qui est loin d'être celle de Coca-Cola en Chine ou au Japon. Donc il pourrait y avoir une question par un multiple de 200, une réponse par un multiple de 200, pratiquement une par pays où nous sommes présents. Mais pour autant, si on réfléchit bien à ce qu'est la marque aujourd'hui, elle a une valeur intrinsèque que vous ne connaissez
peut-être pas, et je serais ravi de vous l'apprendre si c'est le cas, qui est l'inclusion. C'est-à-dire que c'est une marque qui fait que les gens se rassemblent, qui a été présente dans de grands événements sportifs. La première marque a sponsorisé les Jeux Olympiques. Nous avons renouvelé ce partenariat et nous serons bien sûr présents sur les Jeux pour Paris 2024. Donc une marque d'inclusion et une marque qui sait rassembler, mais qui a eu le courage de rassembler et de prendre des positions extrêmement fortes. Et c'est pour ça que j'ai amené dans ma poche ce visuel, et j'aimerais bien qu'on le projette à présent si c'est possible. Voilà, je vous montrerai juste ça, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour expliquer cet élément fondateur. Donc là, nous sommes face à un visuel qui a un peu plus de 50 ans, qui a été réalisé dans les années 60. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous remarquez sur cette photo? Mixité, métissage, pardon? Ils ont l'air très contents, ils boivent du Coca-Cola. Hein. C'est une bonne... Donc effectivement, vous avez tout de suite vu la mixité. Alors parfois, certaines personnes me disent il n'y a pas de femmes. Donc ça, c'est un point que la marque a adressé plus tard dans sa vie. Il y a des hommes blancs et noirs sur ce banc. Est-ce que vous remarquez autre chose? Pardon? Il n'y a pas d'asiatique, c'est vrai. Ils sont tous jeunes et il n'y a pas de femmes, oui, j'ai envie de dire, il n'y a pas encore de femmes. Il y a eu beaucoup d'autres publicités où il y a eu des femmes chez Coca-Cola. En fait, il y a un autre point à remarquer. Il est au centre de ce visuel entre les trois personnes de gauche et les trois personnes de droite. Vous voyez, il y a une sorte d'accoudoir, il y a une sorte de bar. Ces jeunes, ils sont assis sur un banc de la ségrégation. Nous sommes aux États-Unis. Les Blancs n'ont pas encore le droit de s'asseoir au même endroit que les Noirs. Ça peut paraître incroyable à notre époque, mais c'était vraiment le cas. On est dans les années 60. Et donc, John Woodruff, qui était le CEO de Coca-Cola à l'époque, a décidé d'aller un peu contre les idées reçues et même contre la réglementation, et de mélanger hommes blancs et noirs sur un même banc et d'en faire la publicité phare de cette époque et de ces années-là en particulier chez Coca-Cola. Ça a fait beaucoup de bruit, c'était une position très courageuse, et je pense vraiment que c'était fondateur parce que jamais la marque ne s'est défait ensuite de cette philosophie et de ce combat. Et elle a toujours su, dans ses publicités, œuvrer pour l'inclusion, la diversité et le rassemblement. Ça a été le cas avec les femmes ensuite, ça a été le cas avec les minorités religieuses, ça a été le cas avec une publicité dans les années 70 qui s'appelait Hilltop, qui mettait en scène des personnes de toutes origines mondiales, auprès des personnes d'orientation sexuelle différente. Et donc, en réfléchissant à cette question, parce qu'on avait parlé un tout petit peu avant, je me suis dit il faut absolument que je montre ce visuel, parce que c'est pour moi un élément fondateur de ce qu'est Coca-Cola, de la façon dont elle a communiqué et dont elle a pris des positions avec ses parties prenantes et avec ses consommateurs. Et c'est fondateur dans le sens où on le retrouve encore dans les publicités aujourd'hui. Et le dernier exemple que je prendrai pour illustrer ce sujet, c'est que nous avons par exemple en 2018 utilisé une publicité qui s'appelait Sunset Ramadan et qui aidait nos consommateurs à porter un autre regard sur le Ramadan dans des pays occidentaux. Donc c'était un tout petit échantillon de l'histoire de Coca-Cola, parce que cette histoire, comme je le disais, elle est multiple, très large, et elle se déroule quand même sur 133 ans. Ouais. Mais c'est ce qui me semblait répondre en partie à votre question. Ouais. Moi, j'avais une clé de lecture, on en avait un petit peu discuté, qui était que le moment fondateur était l'arrivée des GIs en Europe, mais un peu partout à travers le monde, hein, puisque c'était également en Asie. Et où là, la culture Coca-Cola s'est développée, puisque, comme vous le disiez justement, Coca-Cola, ça a un goût, voire une odeur très particulière. Et il y a énormément de textes de littérature où la première fois où les uns les autres on a bu un Coca-Cola, on a dit mais c'est quoi ce truc, c'est dégueulasse quoi. Et en même temps on s'y habitue et après on devient addict. Et donc qui est, je suppose, les Européens, quand ils ont découvert ça, ils se sont dit c'est un truc un peu bizarre, mais en même temps ça avait le goût de la liberté quoi.
Alors j'ai adoré votre introduction, j'ai beaucoup moins aimé. C'est dégueulasse, on s'y habitue et on devient addict. D'abord, on ne devient pas addict parce Ouais. que Coca-Cola, c'est de l'eau, du sucre et des extraits végétaux. Et un Coca-Cola sans sucre, ce sera de l'eau, des alternatives au sucre, donc des édulcorants, et des extraits végétaux. Donc, d'un point de vue purement physiologique, on ne peut pas être addict au Coca-Cola. Cela étant dit, vous avez tout à fait raison. L'après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, a été une période extrêmement phare pour la marque. Et plutôt qu'un élément fondateur pour la marque en termes identitaires, c'est un élément fondateur d'un point de vue économique. Oui. C'est à partir de là que se sont vraiment développés les échanges et que Coca-Cola a pu aller au-delà d'une simple consommation dans les cafés ou d'une approche un petit peu élitiste. Et la deuxième, si on retrace cette histoire, il y a la période que je citais à l'instant arrive un petit peu après. Elle correspond plus au développement du marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est en train de beaucoup changer depuis quelques années. Mais on peut effectivement voir ces deux grandes périodes dans l'histoire de Coca-Cola et presque dans l'histoire des marques de grande consommation. Donc le développement quand même rapide de la richesse et des classes moyennes après la Seconde Guerre mondiale, et puis le développement international de grandes marques comme Coca-Cola, et vraiment l'explosion marketing et la puissance des marques à la fin des années 60. D'accord. Laurent Belbé, histoire pas tout à fait centenaire, puisque c'est plutôt 1945, hein, EDF. 46 exactement. Et donc, mais ça fait quand même 70 ans, et donc... Alors, juste une petite précision, et je rebondis sur ce que disait Loïc. Je ne suis pas à la DIRCOM, parce que si nos propos s'éventent, je ne voudrais pas me faire incendier par mes petits collègues. Donc, moi, je fais la direction marketing de la branche commerce. Voilà, c'est juste ça. Alors, EDF, alors c'est vrai que je m'occupe plus spécialement des marques commerciales, mais je ne peux pas parler évidemment d'EDF Entreprise sans évoquer EDF, puisque c'est vraiment la perception qu'a d'ailleurs le grand public, il retiennent essentiellement EDF, voire uniquement ça. Donc EDF, s'il faut retenir une date, c'est le 8 avril 1946. Et un nom, Marcel Paul. Voilà. C'est encore une grande figure tutélaire chez nous à EDF, avec sans doute Marcel Boiteux, qui a été le président, directeur général pendant plus de 20 ans de notre entreprise. Marcel Paul, c'était qui ? C'était un grand résistant déjà, et qui a été député de l'Allier, je crois, mais surtout qui avait intégré donc le gouvernement issu juste après-guerre, donc du général de Gaulle, et qui s'occupait des questions énergétiques. Et c'est lui qui a porté la loi, qui a nationalisé et qui a en fait fédéré il y avait des centaines de petites entreprises en fait qui s'occupaient de production. Je vais faire vite, mais juste pour que vous ayez trois niveaux de compréhension sur l'énergie. C'est quoi ? C'est la production, donc à partir de centrales nucléaires aujourd'hui, mais à l'époque c'était essentiellement du thermique, ou les barrages, ce qu'on appelait la houle blanche. La France était séparée en deux. Le nord, c'était la houille noire, le charbon, et tout le bas, c'était la houille blanche, donc les grands barrages. Donc la production, le transport, comment on l'achemine sur les grands pylônes là, que vous voyez dans les champs souvent, et ensuite la distribution, aujourd'hui Enedis, donc ce qui vous l'amène chez vous. Juste ça. Donc à l'époque, en 1946, il y avait des centaines de sociétés. Et donc cette loi a permis de fédérer tout ça, et ça a donné naissance donc à EDF, mais aussi à Gaz de France, le pendant pour le gaz. Donc là, c'était vraiment... Alors, il faut se remettre dans le contexte. La France ravagée, détruite, tout est à reconstruire, des besoins en énergie de plus en plus croissants. Et c'était vraiment un moment crucial, puisque ça a permis de mettre vraiment en branle et en action toutes les forces vives, justement, pour créer ce qui est aujourd'hui EDF. Et donc, ce qui animait là, il faut se remettre aussi dans le contexte, c'est le Conseil national de la résistance, donc c'est tout ce qui était les notions de service public, qui vraiment est notre ADN. Et c'est pas un vain mot, puisque là, on le voit dans l'histoire, c'était vraiment ce qui a été à l'initiative de la création d'EDF. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le service public qui transcende
vraiment la marque. Donc voilà pour EDF. Si Georges, tu me permets, donc le deuxième moment clé donc pour EDF Entreprises, c'est beaucoup plus récent. Elle a été créée le 1er juillet 2004. Et donc là, après des dizaines d'années de monopole, nous avons connu la grande aventure donc, de l'ouverture du marché de l'énergie. C'est quoi? Ça a commencé déjà en 1998 avec une directive européenne, la loi NOM, qui était la nouvelle organisation du marché de l'énergie. Et donc, le temps qu'on la transpose en droit national, donc, ça a commencé par les grandes entreprises qui ont été démarchées après, donc qui ont pu s'adresser à d'autres fournisseurs qu'EDF. Donc, je la fais vite, mais donc, ça a commencé en 1999 jusqu'en 2003, en fonction de la consommation de ces entreprises et du nombre de sites, mais je vais vite. Autre date clé, 2004, c'est l'ouverture pour les petits pros, donc boulangers, etc., tout ce qui est commerce de proximité. Et enfin, en 2007, pour tout le monde, donc pour les clients particuliers. Je reviendrai peut-être dans une deuxième partie, justement, je parlerai aussi quand même des marques commerciales qu'on a lancées à cette époque-là, parce qu'il y en a d'autres que EDF Entreprises. Mais voilà, donc pour EDF Entreprises, vraiment le moment clé, c'était donc cette ouverture à la concurrence et créer une marque vraiment qui s'adressait à des clients et non plus des usagers. Ça a été une grande révolution. Je l'ai vécu un peu de l'intérieur, puisque j'étais un peu conseil de Georges nous a beaucoup accompagnés tout au long de ces années sur de grandes marques. C'était un vrai traumatisme en interne. Ah oui, absolument, parce que donc c'était une révolution, donc évidemment en externe, puisque on crée des marques, etc. Mais en interne, je pense que c'est peut-être un peu excessif, mais vraiment une révolution culturelle digne des Chinois en 65. Donc c'était, faut vraiment se mettre dans le contexte aussi. Nous, on a quand même une entreprise. Je pense à l'instar de la SNCF que je connais peu, mais où la présence syndicale est quand même forte. Et donc, vraiment, avec ce que j'évoquais au début, ces notions de service public, ça a été quand même un chambardement. Sachez qu'aujourd'hui encore, près d'un tiers des clients ne font pas la différence entre Gaz de France, qui n'existe plus comme marque, je rappelle, et EDF. Donc, vous voyez que depuis, donc c'est juste pour vous dire que certains clichés, voilà, le poids de l'histoire et du storytelling a la vie dure. Donc voilà. Voilà, c'était surtout ça que je voulais évoquer pour le moment fondateur. On pourrait y revenir. Est-ce qu'il y a un moment un peu particulier dans cette histoire de 70 ans où il y a eu une manière d'accélération ou de choses qui ont fait, où c'était à l'origine en fait que la marque a été finalement complètement... Pour EDF, c'est vraiment à l'origine. Mais après, c'est sûr qu'il y a eu des grandes vagues qui ont, par exemple, le lancement par le général de Gaulle de tous les investissements nucléaires, donc la construction des centrales à partir de la fin des années 70 jusque dans les années 80. Là, ça a été vraiment une grande vague. La construction des barrages, bien sûr, aussi. Donc voilà, c'est plutôt des grands chantiers qui ont modelé aussi le paysage français. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut dire aussi que c'est une entreprise française, dans le sens... pas du tout chauvin, mais vraiment qui a fait la France quelque part quand même. Même si maintenant le groupe EDF est bien sûr implanté dans d'autres pays, essentiellement en Europe et en Chine et quelques pays d'Amérique latine. Mais voilà, c'est dans ce sens-là on peut dire que c'est vraiment une entreprise française. Pour raconter une anecdote, quand on travaillait ensemble et qu'on passait finalement du monopole à la marque, globalement, et où on se disait c'est bien d'être un monopole, mais c'est encore mieux d'être la marque préférée des Français. C'était un peu le discours qui était tenu. Et donc, on a été pendant de nombreuses années. Absolument. Et donc, marque préférée des Français, ça signifie, comme pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les marques, qu'on crée des valeurs autour de la marque, des piliers, des mots-clés, etc. Et un des mots-clés naturels était la proximité. On est proche des gens. Alors, c'était encore plus vrai à l'époque qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait des releveurs de compteurs qui arrivaient, etc. Donc, il y avait une proximité un peu comme la voiture bleue. Voilà, la voiture bleue, la Poste et ses facteurs, etc. Et donc, je me souviens que j'animais
un comité où ça devait être un COMEX de l'entreprise, et on expliquait ça. Et la façon dont je fais travailler pour que les gens prennent conscience que les mots qu'on dit, ce n'est pas vain, c'est de dire, si tu es proche dans ta vie de tous les jours, ta vie privée, comment est-ce que tu es? Alors je dis bonjour, je fais une bise, etc. Et je me souviens du patron du nucléaire français, donc l'homme qui portait la transformation énergétique de notre pays. À l'époque, enfin, on était un peu en fin de cycle, mais c'était hyper important. Donc c'était sans doute presque aussi important que le président de la République. Hein. C'était vraiment, il portait un truc lourd sur les épaules. Et d'un seul coup, il me regarde, il se tape le front, et il se dit, ça y est, j'ai compris. Désormais, quand j'irai à mon bureau, je saluerai les secrétaires qui sont dans le couloir. Et c'était assez intéressant, c'est-à-dire que d'un seul coup, on passait d'un monopole qui était une logique, j'allais dire très technologique, à une logique où on se tournait vers les gens, et c'était vraiment intéressant. Moi, c'est un moment qui m'a beaucoup ému quand cette personne dit « ça y est, j'ai compris ». Quand on dit qu'on est proche, on l'est vraiment, et c'est cette logique de marque qui était en train de se transformer et qui a vécu pas mal d'années et qui continue de vivre aujourd'hui. Ma chère Anne. Excellente transition. Transition pas énergétique pour le coup. Oui, effectivement. Donc, Château Fort, non content d'être la moitié de l'humanité. Je crois que je suis la plus jeune aussi, en tant que marque, en tout cas. Non, c'est Mamie Normandie. Tu l'as remise au goût du jour. Mais elle existait de longue date. Nous, on n'existait pas. Donc, effectivement, Château Fort s'est créé sur cette volonté de rassembler les hommes. On n'arrête pas de dire qu'on travaille sur le human to human. Et elle est née d'une frustration à la base, et c'est vraiment l'événement fondateur et ce qui a créé la marque. Donc je redis juste ce que fait Château Fort pour ceux qui ne travaillent pas dans des entreprises d'une certaine taille et qui ont la chance de travailler avec vous. Voilà, ou de nous rendre visite. En tout cas, on organise des séminaires et des événements pour les entreprises. Le concept s'est créé il y a 20 ans sur la base d'une frustration de Jacques Horowitz, qui était professeur en marketing et qui donnait beaucoup de cours et dans des hôtels et des lieux pour travailler, pour parler justement du service, du parcours client et de l'importance. Donc c'était assez novateur à l'époque, hein, c'était il y a 30 ans, voire 40 ans, de l'importance du parcours client et de savoir reconnaître un client, enfin vraiment toute cette notion de service qui aujourd'hui sonne comme une évidence. C'était un monsieur a priori assez caractériel, et donc un beau jour, il est allé voir Daniel Habitant avec qui il travaillait, qui à l'époque avait Photoservice. Et il lui a dit, écoute, j'en ai marre, je rends mon tablier, tu me demandes de parler de démarche de service dans des lieux qui sont atroces, la bouffe est dégueulasse, je pense que c'était à peu près les termes, hein. On a des lieux qui sont inadaptés, on n'a pas le matériel pour travailler, on est mélangé avec des familles, j'arrête. Voilà. Et donc Daniel, qui se veut toujours beaucoup plus calme et constructif, lui a dit, écoute, tu as deux solutions. Soit effectivement tu poses le crayon, soit tu proposes autre chose. Et donc la petite histoire dit que ça s'est passé un vendredi. Il est revenu le lundi et il avait écrit tout le concept sur une feuille A4. Et ce concept, il était très simple. C'est on vous reçoit dans une demeure de charme par un couple avec de la cuisine faite maison et vous êtes chez vous, tout est à disposition. Voilà. Donc on cassait complètement le principe de l'hôtellerie où tout est très normé. On cassait complètement le principe dont on mélange tous les genres, tous les styles et essayez de vous débrouiller là-dedans. Une autre chose qui était extrêmement importante, c'est que tout était inclus. Donc pour l'entreprise, il y avait zéro surprise. Et quand je dis il y avait, en fait, il y a toujours zéro surprise puisque rien n'a changé dans l'offre 20 ans plus tard que l'on fait.
Donc aujourd'hui, c'est 70 lieux que l'on propose en Europe. Ce sont toujours des couples qui tiennent. Alors, pour répondre à la question, oui, ce sont de vrais couples. Ils viennent avec leur famille, avec leurs enfants, leurs chiens, leurs animaux de compagnie. Voilà. Et quand ils se séparent, ça se passe comment? Et quand ils se séparent, alors ça, c'est une chose. C'est une deuxième chose qui est très importante chez Châteauforme et qui, en fait, c'est interdit de se séparer. alors non, c'est absolument pas interdit parce que la vie est faite de ça. Et comme on est aussi, on s'est construit sur des fondements dits d'entreprise humaniste. Le principe, c'est que l'humain est au centre et on parle de symétrie des attentions. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est que les talents, donc les employés de Châteauforme, aient le même traitement et la même attention que celle que l'on souhaite offrir à nos participants et à l'ensemble de nos clients. Donc, vous allez avoir cette attention aussi. Donc, évidemment, la vie peut faire que vous ne vous entendez plus. Et donc, on sera très attentif à pouvoir proposer des parcours et des évolutions de l'entreprise pour que vous puissiez faire autre chose. Sachant que le principe de base, c'est que quand vous devenez couple chez Châteauforme, vous avez eu une vie avant. Donc, vous avez un métier, vous avez une formation, vous savez faire autre chose que couple. Ce qui vous amène à devenir couple, c'est la passion de l'accueil, l'envie de faire plaisir, puisque en fait, ce qui nous anime tout, notre why, le fameux, c'est l'amour du client. Alors, comme ça peut paraître un peu basique, ouais. Mais sauf que c'est vraiment ce qui anime chacun des talents de l'entreprise. Ils sont, entre guillemets, formés pour ça. On leur donne tous les éléments et c'est cette hyper autonomie et cette envie de faire plaisir qui les anime tous les jours. Donc voilà. Et donc l'événement fondateur, il est là. C'est juste un moment de dire j'en ai ras-le-bol. Moi, je vais le faire à ma façon. Et donc il a commencé dans sa propre maison. Donc voilà, ça on n'a rien changé. Donc maintenant, nous, notre enjeu, et bon, on ne va pas tout de suite déflorer le deuxième sujet de qu'est-ce qu'on sera dans 2 générations, mais nous, notre vrai sujet, c'est justement cet amour du client et cette envie de faire plaisir et cette hyper autonomie qu'on donne aux gens sur ce principe d'entreprise humaniste qui est quand même assez complexe à mettre en place. Ça marche à 2, ça marche à 10. Aujourd'hui, on double de taille tous les 3 ans. Donc là, on est 2000. On vise 4000 dans 3 ans. On a 70 maisons. On en vise 90 dans 3 ans. Comment réussir à conserver justement cette flamme, cette envie? Alors, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça marche. On est tous porteurs et garants de ça. Et c'est ce qui est extrêmement important, justement, c'est de garder cette flamme et de la faire vivre chez chacun de nos talents. Alors, je ne sais pas s'il y a certains des gens autour de la table là, qui sont normalement clients de Châteauforme, ils pourraient en témoigner. Est-ce qu'ils la voient, cette flamme, quand ils viennent dans nos maisons? Parce que c'est vraiment notre raison d'être. Ouais. Et il y a un indicateur qui est important pour nous, c'est le taux de satisfaction de nos clients qui est aujourd'hui à 97%. Et qu'on se doit de maintenir, voilà, c'est notre... À ce niveau-là. Vous avez bougé votre logo ou pas du tout? Oui, d'ailleurs, la personne qui l'a fait évoluer est là, on l'a fait. Alors, d'ailleurs, on n'est pas obsédé par la marque, par le logo, etc. Donc c'est vrai qu'on se laisse un peu vivre. Comme on n'est pas ultra centralisé, qu'on a ce principe de dire les 70 maisons sont finalement 70 micro-entreprises, même si chacun, tous sont salariés de Châteauforme. Parfois, vous vous promenez dans les maisons et c'est un peu le musée du logo de Châteauforme. Donc, il faut qu'on travaille un peu là-dessus parce qu'on a grandi et qu'on a des offres qui sont effectivement un peu étoffées. Et donc, en lecture participant, c'est peut-être pas toujours très clair. Donc ça va être un des dossiers qu'on va ouvrir en 2020, je pense, à faire un peu le ménage. Laurent, chez Coca, vous faites évoluer votre logo ou, comme on a l'impression qu'il est dans la même fluidité, mais je crois qu'il évolue un peu. Le logo lui-même a peu évolué quand même, puisqu'il est très lié à notre identité. Oui. La bouteille a évolué au tout début de la vie de la marque. Il y a eu un certain nombre de versions, mais elle a quand même une forme iconique. C'est ce qu'on appelle la bouteille contour. La femme au fourreau. Oui, tout à fait. Ce que nous faisons évoluer, c'est notre identité institutionnelle, qui représente plus que Coca-Cola, parce que Coca-Cola, c'est bien autre chose que la boisson Coca-Cola, mais je pourrais en parler un petit peu après si vous voulez. Et EDF
À ma connaissance, ça a changé qu'une fois, mais de manière radicale. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé, vous vous souvenez du rectangle bleu avec le petit fil rouge EDF, à la fleur qui est aujourd'hui, chacun y voit ce qu'il veut. Hein. Voilà. En 2004, et c'est aussi pour les mêmes raisons que les créations de marques commerciales. D'accord. Loïc, est-ce que tu veux faire un point à ce niveau-là ou je donne la parole à Laurent? Non, puisqu'on est sur le sujet design, donc je crois que c'est une bonne transition effectivement pour voir comment Laurent Vincenti voit les choses à ce niveau-là. Alors Laurent, dis-nous ce que tu penses des 3 logos là dont on a parlé. Alors Château-Fort, je ne connais pas. EDF, j'ai essayé de le faire changer récemment, mais ce logo reste ancré dans l'histoire. Il est pas mal. Ça a été le logo préféré des Français pendant très longtemps. Et je crois que c'est vraiment un logo visionnaire. C'était le premier logo libre qui plaît toujours, donc il n'y a pas vraiment de raison. La typo devrait changer. Coca-Cola, une fois j'étais au Maroc et j'ai vu Coca-Cola traduit en arabe. Ça existe. Et c'est incroyable, c'est Coca-Cola. C'est-à-dire que cette marque a un tel impact que même en arabe, ça reste Coca-Cola. Et donc, c'est ça qui est incroyable dans le monde du design des marques, c'est qu'on crée... Alors, c'est un peu comme des disques durs. Il y en a qui ont des petites capacités et il y en a qui ont des énormes capacités en gigas. Alors Coca a une capacité extraordinaire parce que ça fait énormément de temps qu'on la charge. Et quand vous voyez le logo Coca, ce n'est pas bien sûr que la boisson que vous voyez, c'est toute son histoire, c'est plein de trucs. Quand vous regardez Starbucks, vous sentez l'odeur du café. Hein. Donc en fait, les signes que l'on crée se chargent au cours des années et deviennent des icônes qui sont bien plus qu'un élément graphique. Donc c'est pour ça que ce métier est passionnant. Alors effectivement, Georges t'en parlait tout à l'heure, j'ai créé le logo de Total, j'ai créé le logo de BNP Paribas, j'en ai créé beaucoup d'autres, mais ces deux-là, je vais vous en parler. Total, c'était, vous vous rappelez Delphes, première compagnie française, le Floch Prigent en prison, grosse affaire. Et puis tout de suite derrière, Erika, pollution de toutes les côtes bretonnes. Et puis derrière, AZF. Donc une marque plus pourrie que ça n'existait pas. C'était vraiment la Bérésina des marques. Pourtant, les stations étaient les stations préférées. Vous vous rappelez du Petit Lapin, des campagnes de pub du Petit Lapin? Et bien ça, les Français adoraient. Donc on était en face d'une marque complètement schizophrène, qui était adorée d'un côté et complètement détestée par les Français. Hein. Et donc comment, par un changement d'identité et un changement de nom, petit 1, parce qu'il y avait pas mal de bouleversements, regrouper Total, Fina et Elf, donc des populations qui avant étaient concurrentes sous une même enseigne, sous une même histoire, hein, et comment recréer une histoire qui nous amène ailleurs que sur tous ces événements. Hein. Et donc, on a commencé par écrire un film, une histoire. Et l'histoire, ça a été, parce que toutes les marques partent d'une histoire. Hein. Chacun peut raconter son histoire. Donc l'élément fondateur de cette histoire, c'était Total fait tourner le monde et le monde fait tourner Total. Et vous connaissez le logo, cette boule qui tourne. Ben finalement, ces réseaux qui sont la multi-énergie, parce que c'était quand même la grande idée, le pétrole va s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait demain? Et ben finalement, cette boule avec ces réseaux qui tournent... C'était il y a combien d'années? C'était en 2003. D'accord. 2003. Et donc, on a commencé par faire un film autour de cette histoire de ces réseaux qui tournent, qui ont finalement créé le logo. Donc, on est parti d'un film pour faire l'identité de la marque. Oui, d'une story pour faire l'identité. Voilà. Donc maintenant, cette marque, elle existe. Je pense qu'elle va exister pendant longtemps. Quand vous voyez BP, quand vous voyez Shell, non, BP, ça a changé. Mais la coquille de Shell, c'est un logo qui ne changera pas. Quand vous voyez le lion de Peugeot, ça ne changera pas. Donc, notre but, nous, designers de marque, c'est de faire des marques éternelles. Comme Coca. La marque éternelle, c'est vraiment la marque, c'est comme les arbres, ça n'a pas de gêne de mourir. Les arbres n'ont pas de gêne pour mourir. Ça défie le temps. Voilà. Sauf quand il y a un événement dramatique où il faut faire bouger. Donc ça, c'est Total. Ça a été une réussite extraordinaire pour moi en termes de design, parce que c'est devenu la marque préférée dans le monde des compagnies pétrolières. Parce qu'elle est très latine. Toutes les compagnies du monde sont carrées en une couleur ou deux couleurs. Celle-là, elle est deux biais, elle est très latine, elle est très colorée, et donc ça plaît aux gens, parce que c'est plus humain, c'est biomorphique. Voilà. La deuxième, c'est BNP Paribas. À l'époque, BNP et Paribas se marient, on fait des tests auprès des clients, et les gens disent
c'est le mariage d'une jeune princesse avec un marchand de porc. Alors vous vous rappelez, BNP, votre argent m'intéresse. C'était le porc pour les gens. Et puis, à l'époque, Paribas, c'était la princesse parce que Catherine Deneuve avait fait la pub sur l'entrée en bourse. Et donc, on avait deux cultures complètement différentes qui se croisaient. Il fallait trouver un symbole, une histoire qui allait rassembler les gens, encore deux populations, sous une nouvelle identité. Et donc, avec Antoine Cyr, à l'époque, un des plus grands DIRCOM que j'ai rencontré, très visionnaire, on a réfléchi ensemble et on a sorti la banque d'un monde qui change. Donc c'est encore une histoire. Comment faire d'une banque quelque chose d'autre que la Société Générale, dont vous connaissez le logo, un carré rouge, un carré noir, ça ne change pas, c'est carré, c'est très structuré, et donc il fallait inventer une autre banque, d'où c'est ce qu'on a appelé la courbe d'envol, cette transformation d'une étoile en oiseau qui parlait de cette vocation de banque, c'est-à-dire un monde qui change, donc une banque qui va changer avec le monde. Donc voilà les deux éléments fondateurs de la création de logo. C'est vrai que moi j'interviens toujours aux éléments, au moment fondateur des marques, et c'est ça qui est passionnant, parce que plus ça dure, plus j'ai bien travaillé, et je suis content. Et Total et BNP, ça a bien marché. Paribas, c'était quand? C'était 2000. 2000. Donc les deux ont 15 ans et 20 ans, quoi, hein, globalement, arrivent aux 20 ans. Oui. Est-ce que, quelle est pour toi la durée de vie d'une identité visuelle? Est-ce que c'est éternel comme Coca, tant que l'histoire dure, ou est-ce qu'il faut faire du lifting régulièrement? Alors, il faut faire du lifting quand c'est vraiment nécessaire. Par exemple, le lion de Peugeot, vous ne le voyez pratiquement pas changer, mais il a énormément changé. Coca, ça change très peu, mais ça, voilà. Donc tout l'art de la chirurgie esthétique des logos, alors je l'ai fait pour Peugeot, j'ai redessiné le lion de Peugeot, mais personne n'a rien vu, parce qu'il il est devenu plus moderne. Aujourd'hui, vous dites c'est une marque moderne, mais le lion d'il y a 30 ans, qui était au fil, aujourd'hui est très daté. Mais ça reste le lion. Donc ça, c'est l'objectif du lift. Hein, on tire la peau des logos et ça devient plus moderne. Il y a certaines fois des logos qui ne tiennent pas la route, c'est-à-dire que le disque dur est trop faible, il n'a pas la capacité à tenir longtemps. À ce moment-là, il faut refaire, il faut revoir. Voilà. Avec Jacques, on a fait évoluer Kickers. C'est une évolution parce que la marque avait en soi tout ce qu'il fallait pour réussir. Donc on l'a fait, on lui a tiré la peau. Hein, et voilà. Bon, ben, puisque tu as la continuité sur Kickers. Il y a un fil conducteur. Hein, il y a un fil conducteur, absolument. Hein, alors, qu'est-ce que tu as fait faire à Kickers? Qu'est-ce qu'il a fait sur Kickers? Non, il a revu totalement le logo. Et c'est vrai il a dit qu'il n'a rien fait, là. C'est pas vrai. Il a fait. D'une part, on a refait une plateforme de marque et ensuite, on a adapté un peu ce logo à cette plateforme de marque. Donc, Jacques est sans doute une des personnes que j'admire le plus dans le domaine professionnel. Oh là, arrête. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, parce que moi, je l'ai connu quand il avait pris ou il venait de prendre Converse. J'ai dit, vraiment, jamais il va y arriver. Alors, il m'expliquait avec une espèce de foi de charbonnier, etc. Et il a mis en pratique des méthodes marketing qui étaient méthodes de Sioux, hein, globalement, et vraiment, il a fait rebondir un phénomène qui était a priori étouffé, en tout cas, qui n'existait plus. Donc, vraiment, si tu peux nous faire partager à la fois tes idées, comment on fait rebondir une marque, et l'histoire du rebond de ces deux marques, c'est intéressant, quoi. Bon, je dirige l'entreprise depuis 40 ans. C'est une entreprise de commercialisation de chaussures. Et dès les années 90, j'ai cru très fort à la sneakers. Donc aujourd'hui, sur 400 millions de paires vendues en France, il y a 200 paires de sneakers. Dommage d'ailleurs. Oui. Kickers, ce serait bien. On commercialise à peu près 23 millions de paires de chaussures. Donc une histoire... Ses parents, pour la petite histoire... fabriquer rien du tout, il était petit commerçant. Des pantoufles en chaussures. Non, dans la chaussure. Oui, et mes grands-parents étaient ouvriers en chaussures. D'accord. Donc on a à Fougères, on a une ligne, la chaussure. Donc en 2000, exactement en 2000, eh bien, une certaine vision. J'ai un avocat américain qui me téléphone de Hawaï en disant « Jacques, est-ce que Converse t'intéresse ?» Ils étaient Chapter 11 aux États-Unis, c'est-à-dire faillite.
En France, c'était dans des bacs à Saint-Ouen et ailleurs, donc c'était complètement enterré. Alors cette marque-là, quand même, elle est de 1906, c'est 1908. Une des premières marques de sport, c'était vraiment une marque de sport en 1908. Ils se sont lancés rapidement dans la basket. Et par exemple, en 1984, ils étaient un des sponsors des Jeux Olympiques et ils sponsorisaient des tennisman comme Connors ou des champions de basket, Magic Johnson, Larry Bird, c'est vraiment des grands champions. Donc une marque vraiment purement sport. Et là, ils se sont fait, on va dire le terme, éliminés par Nike, Adidas & Co. Et en 2000... Et pourquoi ils se sont fait éliminer, d'après toi? Puisqu'en fait, quasiment 15 ans, du succès énorme, ils passent à la disparition. Un échec. Alors, différentes raisons, un échec aussi de communication. Vraiment, Nike a été... Nike, c'est simple, il est passé par rapport à Adidas. D'un seul coup, il a décidé de fabriquer ses chaussures en Corée, à Busan d'abord, et il a mis jusqu'à 30% dans la commercialisation, c'est-à-dire le gain qu'il avait en fabriquant en Corée, Taïwan et ensuite en Chine, et il le mettait dans des budgets de communication énormes. Et deuxièmement, une recherche technologique de l'innovation sur lequel Converse est passé à côté. La All-Star, je ne vous la conseille pas pour marcher en montagne, je peux le dire tout de suite. Donc un échec technologique, un échec marketing, si bien qu'en 2000, ils sont en faillite, complètement en faillite. Et là, j'ai participé en France, donc je connaissais bien les dirigeants américains, et moi j'ai cru beaucoup à un retournement. Je pense qu'il y a des marques qui ont des histoires, je dirais, en évolution permanente, et là on a une marque vraiment qui a des jeunesses différentes autour d'un produit iconique. Le produit iconique, la All-Star, n'est absolument loin de la performance que jouaient Nike et Adidas. Mais inversement, elle avait, à cette époque-là, moi j'ai cru à son rebond, parce qu'on était dans des années, en 2000, on se rapprochait un peu des idoles des années 70 et de la musique. C'est-à-dire on était dans une marque qui allait toucher le streetwear, l'urban, et on revenait à des valeurs. On s'est appuyé sur ces valeurs-là, à savoir bien une communication. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais je remercie certains journalistes. La cible au départ a été la femme, journaliste, 35 ans. Voilà, celle-là est cause. Et celle-là, elle nous a beaucoup aidés. On est parti sur des journaux comme WAD et on a communiqué avec des budgets RP intéressants, mais on a cru beaucoup et on a trouvé tout de suite notre cible de consommateurs. Et le succès, vraiment, s'est accéléré, puisqu'on est parti à zéro aujourd'hui quand on reprend Converse en 2000. Le chiffre d'affaires, on avait une commande chez Decathlon, et j'ai commencé par dire à M. Decathlon, qu'on connaît bien, on a une bonne relation toujours aujourd'hui, on annule la commande parce que ni le produit ni le positionnement n'est bon. Donc on a revu tout de suite un positionnement, on a été toujours un peu plus élitiste, et on a repris une communication adaptée à cela. Vous savez bien que le succès d'une marque, c'est une alchimie. On réussit pas, mais c'est une alchimie. Quelquefois, ce sont les mêmes ingrédients, mais avec des dosages différents de la commercialisation, d'abord du produit. Et là, il y avait un produit iconique, ça c'est formidable, du produit, du marketing, de la communication et une commercialisation, c'est-à-dire des politiques de commercial adaptées. Donc un très beau succès, puisqu'on est passé de 0 € en 2000 à 100 millions en 2008. 104 millions même. Bon. On a fait d'autres histoires, parce que, par exemple, en 2010, New Balance aujourd'hui, on a repris New Balance, que je croyais beaucoup à New Balance à cette époque-là aussi, parce qu'il y a un aspect aussi, dans toutes ces marques-là, vintage, heritage, des retours à des années qui ont fait rêver. Et donc, en 2000, New Balance, qui ne jouait que la performance aussi, eh bien, je pensais à une histoire de la running historique qui allait revenir, là, et on a eu raison. Et si bien que entre 2010 et aujourd'hui, on a multiplié l'activité de New Balance en une grande partie de l'Europe de 1 à 5. On fait 1 million, on en fait 5 millions. Ouais. Voilà. Il y a et alors, histoires. Kickers
Alors, Kicker, c'est autre d'histoire, parce que, si vous voulez, à un moment donné, quand on travaille, Converse, je travaille beaucoup avec des marques américaines depuis longtemps, on travaille avec Saucony, avec Brooks, depuis très longtemps, Skechers et autres, donc on a des réseaux aux États-Unis pour bien commercialiser en France et en Europe certaines marques. À un moment donné, on est locataire quelque part, et j'ai dit racheter une marque française et contrôler l'histoire de française de A à Z, c'est une belle aventure. Donc depuis, on a racheté d'autres marques françaises, donc on a d'autres aventures. On a racheté une marque aussi américaine comme Van Dutch, mais c'est une histoire californienne, on en reparlera plus tard, une belle histoire californienne. Et là, donc, on a voulu racheter une marque française pour, parce qu'elle a des valeurs. Alors, on parle toujours d'ADN, mais bon, ce mot-là est récurrent, mais c'est une marque véritablement authentique, avec des côtés ludiques dans les couleurs, fantaisistes, optimistes, et je crois qu'on va beaucoup accélérer là, parce que c'est une marque française de 1970, elle va avoir 50 ans, et là, on est en train d'évoluer dans son développement, en étant de plus en plus, on va faire la marque éco-responsable du groupe. Et là-dessus, c'est dans les matières premières, tadages végétaux, dans tout, sans arrêt, dans cette marque-là, il y a vraiment des valeurs d'authenticité qui vont, à mon avis, réapparaître très fortement, et donc une communication pour les 50 ans de la marque autour de cela. Et là encore aussi, des valeurs autour de la musique, du plaisir, et une consommatrice qui doit rajeunir. C'est notre stratégie aujourd'hui. Mais est-ce que tous les consommateurs savent que c'est une marque française ? Elle a un taux de notoriété exceptionnel autour de la femme entre 25 et 49 ans, parce qu'elle achète pour ses enfants. Aujourd'hui, c'est une marque qui fait la moitié de son activité dans l'enfant, mais c'est une marque transgénération. Bien sûr que tout le monde pense, parce que c'est Kicker, c'était un nom un peu à consonance anglo-saxonne, mais en France, oui. Dans d'autres pays, non. C'est-à-dire, si vous allez en Allemagne, on développe l'Allemagne, on a de très bonnes aussi relations avec les Anglais et on a de très belles ventes en Angleterre. Non, on pense que c'est une marque anglo-saxonne, mais c'est à nous de communiquer de plus en plus. D'accord. Elle a des ingrédients aussi, la petite fleur, les couleurs rouges et vertes. Il y a des éléments très très forts de reconnaissance. Et M. Rofast, ça a été créé par un Français, à Paris d'ailleurs, M. Rofast, qui a toujours été permanent dans sa communication. D'accord. Alors toi, le passage ne va pas être facile. Une fois qu'on a marché, voilà, une fois qu'on a marché jusqu'à la boulangerie, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors moi, c'est une histoire un peu atypique parce que donc j'ai passé 20 ans à relancer une vieille marque de limonade, l'Orinac, et j'ai contribué à cette réussite puisque on a relancé une vieille limonaderie dans l'est de la France où on avait remis au goût du jour la limonade. David était directeur commercial marketing de l'Orina, donc qui est l'entreprise qui a relancé la limonade à l'ancienne. Voilà. Et donc, un jour, je me suis retrouvé devant ma télévision et je suis tombé sur un reportage sur la gastronomie et j'ai retrouvé la brioche de mon enfance. Et donc, cette brioche que mes parents me glissaient dans mon sac de piscine, qui était la brioche La Fallu qu'on trouvait autour de la périphérie de chez moi, dans quelques boulangeries. Et donc, c'est une marque qui n'était pas déposée depuis plus d'un siècle. Et en regardant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait une confrérie qui défendait les valeurs du produit depuis une quarantaine d'années. Et j'ai décidé de remettre au goût du jour cette brioche. Donc, on m'a dit, David, c'est quand même un sacré challenge que tu prends, puisque c'est une marque dans les livres culinaires, qui est à la bibliothèque de Paris. Enfin, ça va être compliqué de reprendre cette marque. Tu as une chance sur deux pour qu'il y ait une opposition sur la marque. Et qui ne tente pas n'a rien. Donc, j'ai tenté, et donc je suis devenu le propriétaire de la marque La Fallu. Et donc, je suis reparti de zéro comme ça. Et puis, je suis allé voir un centre de recherche et développement et j'ai remis au goût du jour ce produit avec des bons ingrédients, des ingrédients nobles, puisque j'ai voulu mettre dans cette brioche du bon lait entier, de la farine récoltée par des producteurs français, des œufs de poule élevés en plein air de Normandie, voilà, du lait entier. Plus personne n'utilise du lait entier aujourd'hui dans la viennoiserie. Donc, et surtout, je ne voulais pas de conservateur, je ne voulais pas de colorant, je ne voulais pas d'arôme artificiel. Et je suis parti comme ça. Du beurre d'Isigny. Du beurre d'Isigny, la crème d'Isigny, enfin voilà. Donc, on m'a pris pour un fou, puisqu'à l'époque, des œufs de poule élevés en plein air, c'était du quasi impossible. Donc, on est parti comme ça, en 2016.
Et puis, à la suite de ça, j'ai travaillé avec un centre de recherche et développement. On a réussi à travailler le produit pendant 9 mois. Et puis, au bout de 9 mois, le produit était sorti. Et j'ai décidé après de trouver un endroit pour fabriquer le produit. Et j'ai créé un atelier de fabrication à Bayeux, où je me suis installé dans cette ville par hasard. Je suis arrivé dans le bureau du maire, il a tapé du poing sur la table en me disant « c'est dans ma ville que vous allez fabriquer le produit ». Oh, j'étais content parce que je me disais « il va me donner des subventions pour monter l'atelier et tout ça, ça va être intéressant ». Et au final, non. Mais il t'a ouvert les bras quand même. Mais il m'a ouvert les bras et en me disant « écoutez, c'est super, on va vous accompagner, on va vous mettre à disposition un local ». Puisque moi aussi, cette brioche, je la mangeais quand j'étais petit. Et donc, il y a une chaîne d'amitié qui s'est créée autour de ça. Et donc, on est parti de zéro comme ça. Et puis, on a commencé à fabriquer le produit. On a créé une boîte dans une boîte, comme une boîte d'allumettes. On a un gros laboratoire de 600 mètres carrés. Et puis, on a commencé à vendre autour de la périphérie. On a commencé par les hôtels. Je voulais absolument avoir la bénédiction des grands chefs. Et puis, on a eu de la chance. On a le patron du Bristol, Eric Fréchon, qui est passé donner une formation à proximité de chez nous et qui est venu nous voir en nous disant « vous avez un super produit, continuez, gardez le cap, mettez du bon beurre, de la bonne crème, du lait entier. Ça va être difficile pour vous puisque vous allez vendre un produit qui va être vendu 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher qu'une brioche industrielle, mais restez là-dessus. » Et puis à la suite de ça, moi j'ai 3 enfants, j'ai voulu essayer aussi avec les écoles. J'ai essayé avec les écoles. On a essayé, on a touché 1400 enfants. Et puis là, on a les mamans qui sont venues nous voir à l'atelier en disant « mais où on peut trouver cette brioche ?» Et puis de cette idée-là, je me suis retrouvé, puisque j'ai passé une vingtaine d'années à travailler avec la grande distribution. Donc on m'a toujours dit fais ce que tu sais bien faire. Donc j'ai continué à aller voir mes anciens clients en leur disant j'ai un projet, c'est génial, faut y aller, fonce. Bon voilà. Et puis j'y suis allé. J'ai commencé avec Monoprix et puis aujourd'hui on a créé une dizaine d'emplois. On est en train de relancer une vieille endormie, une vieille brioche qui était consommée à l'époque pendant la fête des rois et pendant les mariages. Voilà. Donc avec un vrai savoir-faire, puisque on découpe notre brioche encore au ciseau aujourd'hui, on n'utilise aucune scarification. Donc je pense qu'on est dans le coup, quoi. Voilà. Et rentable, pas rentable? Ouais, rentable au bout de la 3e année. Ah, super. Voilà. Bravo. Et alors, comment tu te vois dans 30 ans? Dans 30 ans, déjà... Alors, combien tu auras de produits? Si on voit nos amis de Coca, ils ont quelques marques et on en parlera. Et donc, combien tu vois de produits et tu te vois faire quoi? Alors déjà, je ne veux pas me disperser, donc je veux continuer à fabriquer la Fallu, ouais. Créer d'autres marques autour de la viennoiserie, rester dans le segment haut de gamme, dans le premium, continuer à... on dit toujours, effectivement, j'entendais tout à l'heure, c'est pas la marque qui fait le produit, mais c'est le produit qui fait la marque. Pour moi, à mon sens, si on fait de la qualité... quelle que soit la marque, je pense qu'il faut rester là-dessus. Et comment je me vois donc, dans 30 ans, je d'abord équilibrer mes clients, c'est-à-dire en fait travailler aussi bien avec la grande distribution que le RHF ou les collectivités. Voilà, proposer du bon, et puis surtout faire de l'export, puisque je vois bien l'entreprise faire demain 50% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Voilà. D'accord. Loïc, est-ce que tu veux faire un point de ce que tu as entendu? Non, je ne sais pas. Moi, ce que je retiens, ce qui est intéressant dans toutes ces histoires, c'est qu'on parlait en commençant du cycle de vie des produits et en disant que justement une marque devait... elle, sortir de ce cycle de vie et s'inscrire dans la durée. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, une marque peut disparaître et revenir quelques dizaines d'années plus tard, doit se transformer comme EDF s'est transformé, ou comme Converse, New Balance se transforme, ou s'est transformé, ou a rebondi après une quasi-faillite. La question posée sur Château Forme, qui était comment garder la flamme en permanence, en fait. Et c'est vrai que c'est bien le sujet du débat sur comment on peut défier le temps. Et en fait, on a un peu le sentiment aussi qu'une marque, une fois qu'elle a le statut de marque, c'est-à-dire qu'une fois que c'est plus un produit, mais c'est une marque, elle devient un peu immortelle, quelque part. Mais pour autant... comme une princesse endormie qui attend qu'un prince charmant vienne lui faire un baiser sur la bouche pour la réanimer, par exemple, pour des marques qui ont disparu.
Mais même si une marque, une fois qu'elle a le statut de marque, devient immortelle et rentre un peu à l'académie des marques ou l'académie marquaise, s'il fallait trouver dans le dictionnaire des marques, créer oui. un mot, inventer un nouveau mot, devenir immortelle. Mais donc même si elle est immortelle en tant que telle, en fait, il faut qu'elle se renouvelle sans cesse, qu'elle se transforme en permanence. C'est ça la vraie difficulté au fond. En fait, si tu veux, tous les 50 ans, tu as 3 générations qui sont passées. Et donc la génération qui va commencer, elle ne connaît pas du tout l'histoire. Physiquement, elle peut le lire dans les livres, mais globalement, sensoriellement, elle ne connaît pas du tout l'histoire de la marque. Qu'est-ce qui a fait la réussite une 50aine d'années avant, quand Laurent Belbé nous parle d'EDF 1945, qui était un grand mouvement à la fois de nationalisation, de regroupement, d'espoir, etc. Un gosse qui a 20 ans aujourd'hui, 1945, c'est Vercingétorix, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est de l'histoire, c'est ce qui est dans les livres et c'est de l'histoire. Et donc c'est là où, en effet, tous les 50 ans, et c'est très difficile, la marque quasiment doit se réinventer, très souvent en repartant des facteurs de réussite originaux. C'est ce qu'on appelle le comeback to basics, où globalement, on essaye de comprendre qu'est-ce qui avait fait la réussite, mais cette réussite, comment on peut l'adapter à des gosses qui ont 20 ans aujourd'hui et qui n'ont pas du tout l'historique de la résistance, etc. Où là, bon, il y avait un historique qui a amené à cette société telle qu'elle était, ou ces deux sociétés telles qu'elles étaient. Et c'est assez intéressant de voir ça, et c'est très compliqué, en particulier en interne. Parce que quand en interne, on dit aux gens, on va tout remettre à plat, difficile, on vit quand même à 80% sur un truc qui, bon an, mal an, c'est compliqué, mais bon an, mal an, on vit là-dessus. Comment est-ce qu'on met à plat sans tout casser, quoi. Alors, Laurent, dans 30 ans, Coca-Cola, la marque, Coca-Cola, le groupe. Et Laurent Turpot. Oui, Turpot. Alors, je ne répondrai pas à la question de où je serai dans 30 ans, parce que je n'ai pas envie d'y réfléchir. C'est intéressant de vous entendre poser la question en ce sens, à savoir Coca-Cola, la marque, et Coca-Cola, le groupe. Aujourd'hui, quand une marque comme Coca-Cola s'exprime, c'est aussi l'entreprise qui s'exprime. Et c'est sans doute une grande différence par rapport au passé. Et nous avons beaucoup d'audits de réputation. Nous essayons de comprendre vraiment ce que le consommateur attend de nous. C'est d'ailleurs ce que nous avons toujours su faire. C'est aussi un des secrets de la longévité de la marque au-delà de son identité propre, avec beaucoup d'innovations qu'on n'a pas forcément citées ici, mais qui ont ponctué Coca-Cola et qui font aujourd'hui qu'il y a quand même une multitude de formats, de recettes et de boissons autour de cette marque-là. Et le consommateur nous interpelle. Et c'est sans doute un défi majeur pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que marque. Il nous interpelle sur 2 grands sujets. Le premier, c'est la nutrition. Et il nous dit qu'il veut varier les plaisirs et qu'une entreprise de boissons doit répondre à une grande quantité d'occasions de consommation dans une journée. Et la deuxième chose qu'il voit, c'est qu'une entreprise comme la nôtre, quand elle conditionne ses boissons, a une responsabilité et une responsabilité environnementale. Et ce qui est intéressant quand on travaille pour Coca-Cola, donc qui est vraiment un leader, c'est que le leader cristallise beaucoup de critiques et finalement va porter tous les sujets d'une industrie ou d'une catégorie. Et donc j'en arrive à la réponse. Pour moi, dans 30 ans, Coca-Cola aura répondu à ces attentes et donc réussi à apporter des réponses très concrètes sur ces 2 préoccupations. Donc ce ne sera plus une marque, mais des marques. Et c'est déjà très bien orienté puisque nous avons décidé, il y a à peu près 3 ans, nous avons annoncé vouloir devenir une entreprise de boissons. C'était déjà le cas dans plusieurs pays du monde, mais ça ne l'était pas en France où plus de 90% de notre activité était très liée aux marques pétillantes et en particulier Coca-Cola. Et nous voulons lancer chaque année une nouvelle boisson, ce qui est extrêmement ambitieux, ce que nous avons réussi jusqu'à maintenant. Nous allons essayer de le faire au moins jusqu'à l'année prochaine.
Et en 2 ans, nous sommes devenus le challenger des thés glacés avec une marque qui s'appelle Fusty. Nous avons développé une marque qui s'appelle Honest, qui est aussi la première boisson bio dans sa catégorie. Nous avons aussi les jus innocents que vous connaissez certainement. Et puis d'autres innovations que je ne veux pas citer ici, mais qui vont continuer de ponctuer notre actualité. Donc ça, c'est plutôt bien parti. Et sur le deuxième sujet, nous sommes une entreprise ou une marque qui sait prendre des objectifs, enfin qui sait prendre des engagements, pardon. Donc nous avons décidé d'être sur des emballages 100% recyclables, des emballages entièrement collectés, c'est-à-dire que pour toute bouteille, pour toute canette qu'on met sur le marché, on veut la récupérer ou récupérer son équivalent, c'est énorme, et d'avoir au moins 50% de matériaux recyclés dans tous nos emballages. Et ça, ce n'est pas dans 30 ans, c'est d'ici à 2030 dans le monde et d'ici à 2025 en Europe de l'Ouest. Et donc, on est en train d'y travailler, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, nos emballages primaires sont 100% recyclables en France. On œuvre beaucoup pour mettre en place des systèmes qui vont permettre de collecter nos emballages. Je pense que la consigne est vraiment une solution incontournable. Et nous savons maintenant faire des emballages 100% à partir de 100% de matériaux recyclés si on voulait. C'est-à-dire qu'une bouteille en plastique, je note qu'il n'est pas une marque du groupe Coca-Cola, pourrait... Ça, j'y suis pour rien. Pourrait, si on avait la matière à disposition. Je veux bien admettre que les Adidas que j'ai au pied, j'y suis pour quelque chose, mais là, j'y suis pour rien. Pourrait, en fait, si on le souhaitait, être réalisé à partir de 100% de plastique recyclé. On sait faire ça aujourd'hui. Donc, vous parlez du packaging, dans les détails seraient beaucoup trop longs. Donc, en résumé, dans 30 ans, donc oui, j'étais en train de calculer, on va dire en 2050, mais j'espère avant, Coca-Cola, ce ne sera pas une marque, mais des marques. Ce sera une marque qui conditionne dans ses boissons dans des packagings entièrement en accord avec les enjeux environnementaux, et peut-être même dans pas de packaging du tout, et une marque qui continue d'inspirer et d'attirer des talents. Tu as la parole pour les 30 ans qui viennent. Ah, ok, d'accord. Je réponds sur la proximité. C'est par exemple, c'est d'actualité, très bonne transition, avec la nouvelle pub qui est sortie dimanche dernier, où on met en scène justement un supermarché pour dire que l'énergie, ce n'est pas un produit comme les autres, et que nos conseillers ne sont pas des conseillers comme les autres. Ils sont, par exemple, nos 5000 conseillers sont tous basés en France, contrairement à, je ne citerai bien sûr aucun concurrent, mais qui n'adoptent pas cette même politique. Donc la proximité, c'est ça, c'est être aussi le maillage territorial, être présent dans toutes les contrées. Et aussi, j'avais évoqué le service public au début. Je ne suis pas sûr que tous nos concurrents iront alimenter des clients qui sont au fin fond de la Creuse ou de la Lozère. Nous, on a une obligation de desserte. Voilà, c'est ça aussi la proximité. Et dans 30 ans ? Alors, dans 30 ans... Alors, une entreprise, plusieurs entreprises, une marque, plusieurs marques. Hein, bon, déjà, je rappelle que l'État est quand même à 83% de notre actionnaire, donc ça dépendra aussi de certaines décisions. À 83%. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que déjà, c'est un groupe qui se transforme et que EDF, ce n'est pas seulement de l'électricité. Il y a du gaz, mais c'est aussi des services. Et ça, je pense que c'est ça essentiellement qu'on va développer, notamment en termes de mobilité électrique. Je pense que c'est un des grands enjeux. En termes de production, alors, certes, le nucléaire reste un fondamental. Reste fondamental pour nous, mais on développe énormément les énergies renouvelables, ne serait-ce que déjà avec le parc hydraulique, qui est quand même à plus de 15% de la production nationale. Donc tous ces enjeux-là autour du renouvelable, du plan solaire et aussi de ruptures technologiques comme par exemple le stockage. Ça, on croit beaucoup avec des batteries qui vont se développer, l'autoconsommation. Et je parlais des véhicules électriques, mais il y a plein de solutions aussi maintenant avec les véhicules électriques qui seront au garage, mais qui serviront de pile et qui alimenteront en même temps donc, la consommation dans le foyer. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je pense que l'avenir d'EDF passera par des grandes ruptures technologiques qui changeront les usages qu'en auront les clients par rapport à l'énergie. Et vous pensez à faire une voiture électrique ou... Alors,
peux pas trop en parler, mais en tout cas, on a des accords, c'est sur la place publique avec certains constructeurs. En tout cas, c'est un domaine. On a 3 grands plans en fait qui ont été annoncés par le président Lévy. Donc, c'est le plan solaire, le plan véhicule électrique et le plan stockage. Donc, ça, c'est vraiment les grandes orientations actuelles d'EDF. D'accord. Alors, pour dire un mot sur, sur Coca, vous avez sans doute remarqué qu'au dernier mondial, jusque-là, quand il y avait des événements internationaux, il n'y avait quasiment que la marque Coca. Et là, il y avait une alternance pour conforter ce que disait Laurent Turpot. Il y avait une alternance entre la marque Coca, Fusti, Powerade, etc., donc Minute Maid, donc un certain nombre de marques du groupe, ce qui montrait en effet une vraie volonté de rééquilibrage de l'ensemble des offres. Alors, Château Forme dans 30 ans? Ça oblige à un gros exercice de synthèse, en fait, ta question. Parce que nous, on est au carrefour de plein de changements. C'est les façons de travailler, la façon de se déplacer, les nouvelles générations. Enfin, ça amène plein de choses sur lesquelles on travaille tous les jours, d'ailleurs, parce qu'on s'interroge tous les jours là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui ne changera pas, quoi qu'il en soit, c'est que les gens auront toujours besoin de se rencontrer. Oui. Et on le voit d'ailleurs, il y a plein d'essais. Comme ils auront besoin de boire et d'électricité d'une façon ou d'une autre. Il y a plein d'entreprises qui font des tests aujourd'hui parce que les directions achats se sont emparées de cette catégorie du MICE, donc Meeting, Incentive, Congress and Event, qui est vraiment la catégorie complète. C'était une des dernières qui était encore à peu près dans l'ombre. Et ça y est, ils ont fait main basse dessus. Et donc, ils testent tout un tas de nouvelles façons de faire des meetings avec les gens à distance, etc. Il y a des entreprises, pour ne pas les citer, qui ont fait vraiment leur séminaire annuel avec des montages technologiques incroyables où vous aviez les gens sur l'écran, l'impression d'avoir les gens autour de la table, etc. Bon, résultat, ils ont arrêté au bout d'un an parce que en fait, la technique n'est pas forcément au point. Et puis, au bout du bout, les gens ont besoin de se voir, ont besoin de parler. Tout le monde n'est pas latin, mais bon, malgré tout, c'est la réalité. Donc voilà, après, comment les transports vont évoluer, tout ça, ça va forcément avoir un impact. On parle beaucoup de coworking, évidemment, c'est un sujet, puisque les gens vont travailler plus en local, mais à un moment, on travaille de plus en plus en groupe. Enfin, sur les projets, il y a toutes ces méthodes de design, etc., qui prennent des ampleurs incroyables. Moi, je pense que pour que Château Forme continue d'exister et grandisse, il faut qu'elle reste familiale, parce que c'est la botte secrète qui fait que, justement, on travaille sur du long terme et on n'est pas du tout le nez dans le guidon à vouloir faire du marketing court-termiste. Et c'est ce qui fait que cette marque se développe bien aujourd'hui. Donc, dans 30 ans, elle sera encore familiale. Elle sera internationale. Donc, elle est aujourd'hui en Europe, elle sera sur le continent américain, peut-être le continent asiatique. Et puis, elle va développer son portefeuille sur le secteur de la formation, sur le secteur justement des nouvelles façons de travailler, et sera déjà pas mal. D'accord. Mais donc, toi, tu penses que finalement, c'est une manière de continuité humaine qui va se faire. C'est le cœur du sujet. Enfin, ça ne changera pas. Les gens auront toujours besoin de se toucher, de se parler de manière informelle. Parce que c'est ce qui, enfin, on voit bien que ce qui ne fonctionne pas, c'est la com. Si quelque chose ne marche pas, c'est parce qu'il y a une rupture de communication sur n'importe quel sujet. Donc on voit bien que c'est le lien naturel de toute l'évolution des entreprises, quoi. Cher Jacques, Kickers dans 30 ans et le monde de la chaussure. Alors, Kickers alors je veux distinguer aussi l'entreprise de Kickers. Dans le part dans l'entreprise, c'est sûr qu'on a un savoir-faire. Oui, on a Royer et Kickers. Oui. Royer, la pérennité de Royer, c'est à travers des opportunités, des stratégies, à travers 3 catégories de produits pour moi. Et dans ma vision, c'est le sport, c'est sociologique. Le sport a pris une part, et les loisirs sont importants. Vous voyez un quart de retraités à Marrakech, je vais vous dire, 90% portent du sneakers. Et quel que soit l'âge maintenant. Donc il y a le sport, c'est sociologique. Donc nous, d'une part, il y a toujours d'autres opportunités de commercialiser différentes marques étrangères. Et on vient de racheter une marque française, une toute petite marque française, qu'on veut construire gentiment, qui s'appelle Hungaria. C'est la seule marque française de sport
à côté du Coq Sportif, et qui a une belle petite histoire à construire. Là, on est en train de la construire autour du rugby. Le deuxième, d'autres marques vont arriver. J'essaye de négocier aujourd'hui d'autres marques en ce moment, et de les racheter d'ailleurs, autour de la santé. Parce que là, je crois qu'autour de la santé, la population vieillissant, le pied étant essentiel, la chaussure étant essentielle, on est en train de réfléchir sur... là, on réfléchit pas, on travaille depuis 2 ans sur une chaussure qui va pas guérir le diabète, mais qui peut le retarder. Et toute la santé est un phénomène où l'entreprise doit s'engager sur cette voie. La troisième, c'est Kickers. Kickers a un avantage exceptionnel pour dire qu'est-ce qu'elle sera dans 30 ans. D'une part, elle s'adresse à des valeurs d'authenticité, on va pousser les co-responsables, mais elle est transgénérationnelle, c'est-à-dire on a tous porté des chaussures Kickers à un moment de sa vie, et les générations se renouvelant, et comme on est très présent dans l'enfant, eh bien, à un moment donné de sa vie, on a peut-être envie, par nostalgie, de revenir à des marques qu'on a portées il y a 20 ans ou 30 ans. Ouais. Elle est très transgénérationnelle. La logique petit bateau, en et quelque sorte. On investit beaucoup, toujours dans l'enfant, et si bien que, eh bien, on part de mère en fille et de garçon en père. Il y a cet esprit très familial qu'on veut conserver, et transgénérationnel. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai justement l'impression que plus ça va, moins les gens ont besoin de se rencontrer. On le voit aujourd'hui. Et est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez aussi vous développer dans le virtuel avec des outils de visioconférence, par exemple, pour que les gens se rencontrent, mais autrement ? Alors, vous l'avez dit, c'est une impression. Les chiffres disent le contraire, justement. C'est-à-dire que, oui, on a de plus en plus de modes de travail qui nous facilitent le travail collaboratif à distance, et c'est ce qui permet tous ces mouvements de coworking, etc. Et de pouvoir... Il y a des plans en Île-de-France et dans beaucoup de villes du monde où les gens devront, à 15 ans, voire même moins, passer moins de 10 à 15 minutes dans le transport pour aller au travail. Donc forcément, il y a des mouvements de fond énormes qui vont se faire là-dessus et qui vont obliger, ce que vous dites, la technologie. Mais néanmoins, il y a un moment, les gens ont besoin de se voir pour partager le plan annuel, pour lancer un projet important, pour échanger sur différents sujets. Donc ça on voit bien qu'on est sur un marché qui a 5 à 6% de croissance par an. Néanmoins, effectivement, nous, notre devoir, alors je ne vous fais pas la retape marketing du produit, mais néanmoins, dans nos piliers, on a la partie technologique qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que nos salles et tous les outils qu'on met à disposition de nos entreprises se doivent d'être sur les dernières technologies et les plus facilitantes pour partager les dossiers, pour échanger, pour pouvoir avoir quelqu'un à distance, parce que alors, en plus, on a grandi en France, donc c'est facile. Les grèves, on connaît. Et donc, les gens qui ne peuvent pas venir en séminaire et qui doivent quand même faire le séminaire, il faut leur trouver des solutions. Donc voilà, on sait aussi gérer tout ça. Mais l'impression peut effectivement faire penser que les réseaux sociaux et tous les outils qu'on a à disposition, les gens se voient moins. Oui, mais dans les faits, justement, à un moment, ils ont besoin de se voir et de se toucher. Oui, j'ai écouté à propos de la France, j'ai écouté sur BFM, je crois hier, avant-hier, Simoncini, donc celui qui a lancé Mythique, et donc qui est en train de travailler sur des vélos alors ce qu'il appelle le smart bike, hein, donc très techno, etc. Et il disait, comme on est né en France, qu'on connaît bien la France et toutes les difficultés, on peut aller partout dans le monde. C'était un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? J'ai un petit peu honte de poser ma question parce que je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, mais c'est aussi pour ça que je la pose. Je suis issue du milieu hospitalo-universitaire et je voulais savoir pour vous tous ce que représentait une marque pour un hôpital ou pour une université et quels conseils vous donneriez aux responsables de com. Justement, on travaille sur ce sujet-là en ce moment avec l'hôpital Saint-Joseph. Donc j'avais fait à l'époque l'image de cet hôpital quand ils se sont regroupés. Et l'hôpital fait converger des tas de milieux culturels différents. Donc à l'époque de Saint-Joseph, il y avait les bonnes sœurs, il y avait les médecins, il y avait les infirmières, il y avait les polytechniciens. C'est un milieu extrêmement complexe où il y a convergence de cultures très différentes. Mais il y a un cœur qui anime
l'hôpital en général et le milieu hospitalier qui est extraordinaire. Donc les valeurs dont vous parliez tout à l'heure, elles sont très très présentes dans le milieu hospitalier parce que vous avez un métier qui a une vocation de sauver la vie et donc il n'y a même pas à se poser la question du sens. Votre sens, c'est de soigner les gens, d'aider les gens. Donc à ce titre, je pense que l'identité de marque des hôpitaux doit être travaillée. Aujourd'hui, elle est très technique, très technologique. Quand on a fait l'hôpital Saint-Joseph, on a réussi à orienter l'hôpital vers ce qu'on a appelé le village médical. Parce que ce que recherchent les gens dans le monde médical, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, cet accompagnement de proximité, l'humanisme, l'humanité qui peut se croiser entre les médecins, les patients, etc. Et c'est une culture qui, grâce à la marque, peut infuser un hôpital, les gens qui y travaillent et leur relation entre les patients et les médecins. Donc je pense que la marque a un rôle fondamental dans ce milieu hospitalier. Je peux me permettre, Georges ? Bien sûr. Justement, à l'occasion d'une prise de parole que j'ai faite, alors qui était moins sur la marque, mais sur notre organisation d'entreprise humaniste, il y a une personne qui gère une clinique privée et qui a ce projet de créer une marque et quelque chose de plus grand. Et en fait, il a souhaité qu'on se voit après. On a pris une demi-journée pour travailler ensemble sur l'organisation, en fait, et justement avoir une raison d'être. C'est quoi le projet, donc qui tombe un peu sous le sens quand vous êtes dans ce milieu-là. Mais en fait, on se rend compte que c'est plus casser cette hiérarchie et faire en sorte que les gens arrivent à être dans une organisation peut-être un peu comme la nôtre d'entreprise humaniste. Et même si vous travaillez beaucoup sur l'humain, on se rend compte qu'on est sur quelque chose d'extrêmement hiérarchisé, extrêmement siloté. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut réussir à faire bouger. Et donc, si vous avez un projet commun et quelque chose qui est porté par la marque, alors on peut voir plus loin et voir plus grand. Donc, on est en train aussi d'échanger là-dessus. Mais c'est vrai que notre ciment peut être intéressant dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir dans l'absolu, mais qui restent centrés sur l'humain. Alors, moi, j'ai moins de sujets là-dessus, mais... Alors, sur l'hôpital d'abord, moi, j'ai un peu travaillé sur ce qu'on appelle les marques employeurs, c'est-à-dire en fait la marque étant beaucoup un ciment pour l'interne. Et je rejoins complètement ce que dit Anne. Dans les hôpitaux dans lesquels je suis intervenu, La Rochelle, Rochefort, etc., je me suis aperçu que ça marchait très bien quand finalement les directions d'hôpital étaient capables de laisser une autonomie au service. Et que en fait, quand c'était, je vais dire, hyper bordé, alors on comprend que ça soit bordé, puisqu'il y a des enjeux de sécurité qu'on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi, mais dès qu'il y avait cette goutte d'huile, d'un seul coup, il y avait une espèce d'épanouissement. Alors bon, il faut un peu de moyens, il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes, mais globalement, c'était ça. Et je me souviens, je crois que c'est en effet à La Rochelle-Rochefort, où c'est l'équipe des gens de la radiologie, et pas les docteurs, mais l'équipe, qui s'est pris un projet et qui a monté complètement le projet, qui l'a présenté aux instances nationales, lors d'un congrès de radiologie, etc. Et la personne disait, pendant 9 mois quasiment, pendant qu'il préparait ça et après, on a eu 0 absentéisme, ce qui est un gros problème à l'hôpital, l'absentéisme du personnel. On a eu 0 absentéisme et les gens, ils bossaient 40 heures et le lendemain à 8 heures du matin, à 7 heures du matin, à 9 heures du matin, ils étaient tous là. Et donc cette logique de projet, elle est importante. Alors un mot sur l'université. Les universités, aujourd'hui, sont clairement des marques. C'est-à-dire que si vous voulez attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs profs, c'est comme une marque. Si je veux travailler dans les soft drinks ou dans la grande conso, je vais aller chez des gens comme Coca ou chez Mars ou quelques grandes entreprises où je sais que, ou Procter & Gamble, que sont de réelles écoles parce qu'elles ont des grandes marques et que globalement ça servira mon propre CV de dire je suis passé chez Coca et là j'ai une certaine valeur qui est importante, Et les universités, c'est exactement ça, et chacune a intérêt de définir
quel est en effet sa plateforme, son territoire, son discours, sa promesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui. Les 2 pays réfractaires à l'universalisme de Coca-Cola. Je vais laisser répondre mon voisin de gauche, il l'a trouvé effectivement. Il y avait la Corée du Nord, non? Oui, et puis un autre. Cuba. Et Cuba, oui. En tout cas, bravo, bravo à Laurent. Merci en tout cas. Est-ce que tu veux, ou Laurent ou Loïc, vous voulez faire un mot de synthèse? Peut-être Laurent, juste évoquer la marque sensible. Je pense que oui, sur l'avenir des marques, un de mes credos, c'est la marque sensible. C'est-à-dire que dans 30 ans, c'est quoi les marques? Oui. Mais techniquement, créativement, on est dans un univers maintenant qui va devenir entièrement tactile. Le premier élément de rapport avec les marques va être votre téléphone dans les années qui viennent. Oui. Et donc, on va être sur de la marque animée, ce que j'appelle la marque sensible. Chose que j'ai travaillé au Japon déjà sur la conception de téléphone. Et donc, les logos qu'on conçoit aujourd'hui plutôt en flat design, qui est pour moi une vaste escroquerie, parce que c'est juste un moyen de mieux lire. Bon, c'est un problème technique. Demain vont devenir sensibles, c'est-à-dire qu'on va avoir des logos qui vont prendre du mouvement, vos marques vont bouger, le mouvement va devenir un vrai élément identitaire, et puis le son, comme des petits animaux, ils vont pouvoir émettre des sons, pas des musiques, au-delà de la musique, et donc on va créer à l'avenir des marques qui vont non seulement avoir de la vie, mais en plus qui vont émettre des sons. C'est le principe du doudou. Et donc vous aurez vos marques dans vos poches, sur votre smartphone, c'est ce que j'appelle la marque sensible. Voilà ce à quoi on peut s'attendre pour les années qui viennent. Donc c'est de la doudouisation. La doudouisation des marques. Les gens ont besoin d'aimer les marques et donc de proximité. Et donc il faut faire des marques sensibles, ça c'est ma conviction. Voilà, pour les faire vivre. Merci, bravo.